18h, 20h, c'est tous les jours l'information internationale et le débat en arabe. Merci Taoufik à nouveau d'être avec nous cette semaine. Cette semaine où l'Irak a donc été décrété totalement libéré des djihadistes de l'organisation État islamique. C'est le Premier ministre Haïdar al-Abadi qui l'a annoncé le week-end dernier, la fin de la guerre contre Daesh. Pourtant, la menace djihadiste, elle persiste en Syrie, en Libye, elle s'implante en Asie centrale, elle gagne même du terrain dans la bande sahélo-saharienne. Un abcès de fixation qui préoccupe bien sûr les pays européens, au premier rang desquels la France, qui a accueilli cette semaine un sommet destiné à renforcer le G5 Sahel, donner à cette force combattante du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Mauritanie les moyens d'agir. Ça passe évidemment par de l'argent. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis qui promettent 130 millions de dollars à eux deux. Taoufik Jahed, ça compte, ça, cette annonce de ces deux pays? On a besoin de 500 millions, donc ça va. Ça peut aller. Plus 50 millions de l'Union européenne. Est-ce une question de moyens? Oui, c'est une question de moyens. Est-ce une question de formation aussi des armées des 5 pays concernés? Oui, aussi. On associe l'Union européenne, on associe les Nations unies, on met tout ça sous le chapitre 7. Très bien. Mais est-ce qu'on associe les populations qui sont directement concernées, principalement les populations du nord du Mali et surtout les populations qui se trouvent à la frontière du Niger? Est-ce qu'on les associe? Parce que sans associer les populations, sans essayer d'intégrer la société civile dans ce combat contre cet extrémisme, je ne crois pas qu'on va pouvoir arriver à une solution. C'est vrai que la France s'implique beaucoup dans cette région, mais jusqu'à quand? Et une question de moyens aussi, quand on parle d'une question de moyens, ce n'est pas uniquement pour les pays africains, c'est pour la France aussi. Quand on voit combien ça coûte par jour, cette intervention au Mali, on se pose aussi des questions. Jusqu'à quand ça peut durer? C'est ça aussi la question. On nous avait présenté au départ ce qui était l'opération Serval, Claude, à l'époque à Kidal, à Tombouctou, comme un moyen effectivement de prévenir, comme un avant-poste dans l'avancée des terroristes qui sinon auraient conquis Bamako et à terme, nous disait-on, seraient peut-être arrivés sur les rives européennes. Est-ce que aujourd'hui c'est toujours un combat d'une même nature et est-ce que, comme le dit Taoufik, il n'y a pas une volonté finalement assez technocratique à la française de faire tout ça par en haut sans associer forcément et sans penser au terrain? C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle du G5 Sahel, on parle beaucoup de la question financière et elle est énorme, c'est évident puisque pour la lancer, on a besoin effectivement entre 240 et 450 millions d'euros. Donc, et puis après, il y aura les frais annuels. Donc, il y a besoin d'argent. Mais ce G5 Sahel, il pose quand même plusieurs questions. Il y a une question déjà d'embouteillage sécuritaire. C'est-à-dire que les 5000 hommes du G5 Sahel ne sont pas tout seuls sur le terrain. Il y a 4500 Français de Barkhane. Il y a 10 000 soldats de la MINUSMA. Vous voulez dire qu'il y a trop de monde pour assurer la sécurité? En tout cas, comment tout ce monde-là va coordonner son travail? Alors, ce qui est intéressant avec les forces du G5 Sahel, c'est effectivement le côté transfrontalier, vu que le principe, c'est que les hommes puissent rentrer de 50 km dans les pays frontaliers sur lesquels ils sont, donc ce qui permet du droit de poursuite, en fait, des djihadistes qui vont passer de l'autre côté de la frontière. Bon, mais il y a cette question-là. Mais se pose aussi, Taoufik parlait de conquérir les populations. Conquérir les populations, ça veut dire faire de la politique. La question politique du G5 Sahel, elle est quand même à la base de tout. C'est-à-dire que quand Serval est arrivé au Mali, c'était pour vite éteindre le feu. Il y avait quand même une question politique très grave qui était censée être réglée par les accords d'Alger en 2015, qui était censé mettre en place le processus politique d'intégration des Touaregs, etc. Ces accords d'Alger sont totalement virtuels et aujourd'hui, effectivement, il y a une urgence sécuritaire parce que là, le Mali est à nouveau en train de perdre pied. Il y a des élections au Mali l'été prochain. Or, la question djihadiste est peut-être encore plus forte qu'elle ne l'a été il y a 5 ans, puisque les djihadistes sont en train de se recoordonner, de reprendre du poil de la bête, et qu'en plus à eux se rajoute aussi, notamment dans le centre Mali, la rébellion Peul, qui, attirée aussi par la force de frappe des djihadistes, arrive. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est peut-être pire encore qu'il y a 5 ans, et on n'a toujours pas réglé cette question politique. Or, la question politique, qui en est garante? Alger et l'Algérie. Je ne sais pas où est l'Algérie dans ce G5 Sahel. C'est le grand absent, l'Algérie, parce que finalement, elle est en filigrane derrière toutes les discussions. Or, on le sait, l'Algérie est soucieuse, bien sûr, de sa souveraineté, mais aussi de sa propre présence dans la région. On ne voit pas forcément bien la présence française près de la frontière algérienne aujourd'hui au Mali. Il n'y a pas de règlement sécuritaire dans cette région sans l'Algérie. Donc le fait qu'elles aient été absentes de ce G5 est quand même très préoccupant. C'est son choix, non? C'est son choix, absolument. Oui, par un manque de légitimité donc, qu'elle estime être le cas de sa part. En tout cas, il y a une bonne nouvelle pour cette force, c'est que ça n'est pas une force d'interposition de maintien de la paix, c'est une force d'engagement. Donc ça, c'est une bonne chose.
Après, les armées qui sont concernées sont quand même très affaiblies et manquent cruellement de moyens. Finalement, c'est des petits bataillons, hein, c'est 650 personnes à chaque fois, il n'y en a pas énormément. Donc pour couvrir cette énorme zone, on ne voit pas comment ils vont pacifier cette zone où il y a plus de 20 finalement groupes armés qui sont... Et puis surtout, on se demande un peu si c'est pas... Alors pour le président français, ça serait un moyen d'envisager à terme son retrait, ou en tout cas la dilution de ses forces. Et alors ce qu'il faut vraiment, c'est presque une blague de Noël, c'est la présence, c'est les 65 millions ou plus donnés, ou 80 millions donnés par l'Arabie Saoudite, que c'est vraiment 100 millions. 100 millions. Alors 100 millions et 30 millions des Émirats. Voilà, c'est vraiment l'arroseur arrosé. C'est un engagement. Je veux dire, c'est quand même, mais enfin, c'est quand même incroyable que le Sahel a été notamment en partie embrasé. Le salafisme s'est implanté du fait de l'Arabie Saoudite. Et là, ils viennent nous expliquer qu'ils viennent laver un peu leur salafisme et leur wahhabisme en disant que c'est eux qui vont régler et solutionner le problème du terrorisme dans la région. Moi, je n'y crois que très peu. Les flux d'argent de l'Arabie Saoudite continuent finalement d'aller vers le Mali. Ils changent simplement de destinataire. Taoufik Bjayed, c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, ils changent de destinataire parce qu'on change de voie de la part de l'Arabie Saoudite. On disait aussi la même chose sur la Syrie, on dirait aussi la même chose sur l'Irak de la part de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite maintenant essaie de combattre, comme vient de le dire Sarah, cet esprit, ce wahhabisme qui s'est répandu au-delà des frontières du monde arabo-musulman. Donc là, que cherche l'Arabie Saoudite? Est-ce que l'Arabie Saoudite essaye de faire croire au monde que maintenant nous sommes engagés avec vous contre le terrorisme, quel que soit ce terrorisme? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pas crédible? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté, du moins, de donner de l'argent. Donc, ce qui manque, c'est l'argent. Pour l'instant, c'est l'argent. Donc l'argent, comment on va l'utiliser? Parce que le ministre des Affaires étrangères saoudien vient de dire qu'il est prêt à payer cette somme très vite, quoi. Tant qu'on les laisse continuer au Yémen, je pense que l'Arabie Saoudite sera tout à fait disposée à intervenir ailleurs. C'est les Français qui leur ont demandé. Hein. Ils leur ont dit, vous ne serez crédible que si vous acceptez de participer à ce genre d'organisme. Et c'était un message assez fort, en fait, de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique la semaine dernière, lorsqu'il a participé au sommet Europe-Afrique à Abidjan. Il a quand même répété plusieurs fois que pour la lutte contre le terrorisme dans la région, il fallait impliquer des acteurs, y compris au Proche-Orient et dans les pays du Golfe. L'argent, ça compte, et justement, Emmanuel Macron s'est exprimé là-dessus, mais il faut aussi y croire, c'est ce que dit le président de la République, c'est ce qu'il a dit du moins lors de ce sommet, donc G5 Sahel cette semaine. Écoutez-le. Il y a des attaques chaque jour, il y a des États qui sont aujourd'hui menacés, et il y a une réelle présence de ces terroristes. Et donc on veut intensifier l'effort avec cette forme nouvelle, en partenariat justement avec l'Union africaine et les États africains présents. C'est tout cet objectif. C'est pour ça que nous aurons des victoires au premier semestre 2018. Voilà, nous aurons des victoires au premier semestre 2018. C'est utile ce genre de déclaration ou pas du tout? Parce que j'entendais des gens cette semaine lors du débat, parce qu'on en a débattu sur l'antenne de France 24, dire qu'au contraire c'était totalement contre-productif, ça donnait des objectifs qui n'étaient pas forcément réalistes, et puis surtout ça a tendance aussi à donner de l'allant à précisément ces djihadistes qui nous menacent. Est-ce que c'est vrai? Rendez-vous dans 6 mois, s'il y a effectivement des succès militaires sur le terrain. C'est vrai que quand il parle de ce premier semestre, c'est effectivement avec dans ce viseur les élections au Mali qui ont lieu à l'été. C'est son rôle à Emmanuel Macron de le dire parce qu'il y a la présence française, parce qu'il y a Barkhane, ou est-ce qu'au contraire il devrait laisser les États fixer eux-mêmes les objectifs de cette mission? Mais en général, on entend dire qu'il n'y a pas de solution militaire, mais là... Je crois que c'est le contraire qu'on entend. Et puis comment évaluer un succès militaire? Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un changement de donne total. Oui, c'est une guerre face à des ennemis ultra-mobiles. Est-ce qu'on peut la gagner, en fait? Oui, mais puis il va y avoir un problème de leadership, Raphaël, tu sais, parce que pour le président tchadien, moi j'ai quand même combattu Boko Haram avec le Cameroun, etc., au lac Tchad. Donc est-ce que c'est moi qui vais diriger ce genre d'opération? Le Malien, il peut dire la même chose, même si le Malien, on fait allusion à vraiment l'argent, où est parti cet argent, ou ces aides pour le Mali. On a beaucoup parlé de ça aussi. Il y a beaucoup de... C'est le Tchad la force pivot. Or, comme vous le dites, le Tchad est effectivement déjà engagé face à Boko Haram et à ce qui se passe notamment au Nigeria. Ouais.
Et la Mauritanie aussi est plutôt très efficace quand même dans le traitement de la lutte antiterroriste. Enfin, on a quand même le sentiment que Emmanuel Macron là est dans une démarche très volontariste. Il faut depuis le temps qu'on en parle de ce G5 Sahel, et c'est un petit peu son gros dossier. On a le sentiment qu'il est en train de méthode Coué, ça va marcher, on va réussir. Bon, il a quand même réussi à arracher le soutien de l'ONU, qui n'est pas rien. Et effectivement, ces financements qui traînaient à arriver. Alors peut-être l'une des explications de cette motivation que vous avez d'ailleurs évoquée, c'est peut-être précisément la durée réelle de l'engagement français au Mali sous Barkhane. Écoutez ce qu'en disait la ministre des Armées Florence Parly cette semaine sur l'antenne de nos confrères d'RFI. Alors l'opération Barkhane, vous savez, elle n'a pas vocation à être éternelle. L'opération Barkhane, elle est là pour contribuer à lutter contre le terrorisme, qui est encore une fois un fléau pour la région dont il s'agit, mais aussi pour nous tous, pour les pays européens. Donc, au fur et à mesure que la force conjointe du G5 Sahel montera en puissance, la force Barkhane pourra être réajustée dans son dispositif. Et je crois que chacun a bien en tête que la lutte contre le terrorisme est une priorité. Et le jour où cette lutte contre le terrorisme sera gagnée, la présence de la force Barkhane, évidemment, n'aura plus de sens. C'est ça, Sarah Daniel. En fait, la France aimerait bien que le G5 prenne la place tout simplement de la force Barkhane. C'était ça l'idée de départ. Sans doute. C'est une vraie volonté de désengagement, mais bon, on voit bien que c'est quand même un vœu pieux. Je veux dire, il nous manque l'autre force contre Boko Haram est quand même appuyée sur le Nigeria et en effet le Tchad. Et là, c'est pas le Burkina Faso ni même la Mauritanie qui vont résoudre le problème du Sahel. Une semaine décidément bien remplie, en tout cas pour la France au plan diplomatique, puisqu'après le Liban la semaine dernière et juste avant ce G5 Sahel mercredi, Paris accueillait la veille un sommet informel sur le climat, avec tout de même une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement venus tout spécialement pour s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron sur les objectifs en matière de lutte pour la planète. Écoutez le président français. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper, on passe un très bon moment, tout est formidable parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance, ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait, et on sait à chaque fois un peu plus. Des propos qui font écho, on s'en souvient, à Jacques Chirac et au sommet de la Terre, notre planète brûlée, nous regardons ailleurs. C'est une réussite, Taoufik Jayed, ce sommet pour Emmanuel Macron à titre personnel. Il a réussi à complètement éclipser la COP23 à Bonn, il y a à peine 2 mois, et c'est vrai qu'on ne s'en rappelle même plus. Toi, tu as animé le débat, mais moi, j'ai aimé le format. En s'adressant aux chefs d'État et en essayant de les impliquer davantage avec un nouveau langage, parce qu'on est habitué à ce genre de sommet, où tout le monde chacun monte à la tribune, fait son discours et disparaît. Là, il les met devant leurs responsabilités. Et je pense que ça aide. Au moins psychologiquement, ça aide. Et ça pousse certains à essayer d'être plus clairs, parce que là, c'était vraiment la langue de bois, ce qu'on entendait dans tous les autres sommets. Là, le format, il est adéquat. C'était d'ailleurs la condition qu'avait posée Emmanuel Macron aux interventions des chefs d'État et de gouvernement. Ils ne pouvaient parler que s'ils avaient quelque chose à annoncer, ce qui change. Du coup, on était presque étonnés de voir autant de chefs d'État venir, certains pour ne même pas parler, ce qui sert évidemment largement Emmanuel Macron. Enfin, c'était quand même un grand gage de confiance. Claude Guibal et puis 2 absents. La Russie, bon, ça on s'en étonne pas trop, mais surtout l'Allemagne. Une bouderie d'Angela Merkel ou une mauvaise manière faite à l'Allemagne, ce sommet? Ça, j'ai du mal à jauger de cette question diplomatique-là. Effectivement, cette absence est quand même problématique. Parce qu'elle a organisé son sommet, déjà. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit très justement, la COP23, mais de quoi parle-t-on? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand même dans ce sommet, c'est que c'est peut-être la première fois qu'on voit les acteurs financiers qui rentrent dans les objectifs de la transition énergétique. Et là, c'est intéressant parce qu'on a changé de discours. C'est clair que face aux grandes idées écologistes, si vous mettez en face, en concurrence, le développement, la croissance, etc., rien ne peut se faire. Or là, il y a quand même un début de bascule qui se fait, notamment, je pense à ce qu'a fait le fonds d'investissement norvégien en décrétant qu'il n'allait plus investir dans des valeurs de carbone et d'énergie fossile. Là, il y a quand même un shift qui est en train de se produire.
En même temps, le constat, il est quand même très simple. C'est des énergies fossiles, donc non renouvelables. Ça commence à devenir un petit peu problématique de continuer à réfléchir, à investir dans des énergies qui ne seront plus là dans 30, dans 40, dans 50 ans. Donc là, pour l'instant, quand on met pas le paquet sur les énergies renouvelables, c'est parce qu'on vous dit ça coûte trop cher ou on n'a pas encore les capacités de pouvoir fournir à tout le monde. Quand il va y avoir du développement économique et quand il va y avoir des acteurs financiers et des acteurs industriels qui vont effectivement s'engager parce que c'est un marché porteur et parce que c'est un marché sur lequel il faut être présent les premiers pour pouvoir en bénéficier le plus vite, ça va devenir intéressant. Regardez notamment qu'aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre d'États qui continuent à aller contre la volonté de Donald Trump dans les énergies renouvelables. Et parmi ces États-là, il y a quand même le Texas, quand même l'État pétrolier par essence, si je puis dire, et qui est en même temps un des premiers à investir dans les énergies nouvelles. Illustration. C'est ça, paradoxalement, on voit vraiment le fait que ça, c'est plus les États et leurs dirigeants qui sont les principaux vecteurs. Et justement, Sarah, je vais vous laisser réagir parce qu'on va voir l'illustration. Tout le monde, c'est sans doute l'une des interventions qui a été la plus remarquée. C'est pas un chef d'État, c'est un ancien gouverneur, c'est Arnold Schwarzenegger qui a pris la parole pour dire en termes très forts que ce n'était plus Donald Trump qui dictait la conduite à tenir en matière de climat aux États-Unis. Écoutez-le. Lorsque vous entendez les gens dire « les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris », ne leur prêtez aucune attention. Les États-Unis ne sont pas sortis de l'accord de Paris. Mais Donald Trump a sorti Donald Trump de l'accord de Paris. C'est un peu ça, au fond, Sarah Daniel, ou est-ce que là, on est dans le show et on est loin de la réalité, d'après vous ? Non, je pense pas. Je pense que, comme vous disiez, les investisseurs, les fonds d'investissement, etc., sont maintenant tout à fait en première ligne sur ces questions environnementales, et c'est eux qui vont déterminer la politique de l'environnement. Il y a aussi ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire une manière, en fait, pour les entreprises et le business de se parer des atours de l'environnement, de la cause environnementale pour en fait continuer comme avant leurs activités. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? Bien sûr, il y a tout à fait ce risque-là. Toutes les entreprises maintenant ont un grand département vert, mais en même temps, j'ai tendance à penser que ça a quand même des effets positifs et vertueux, parce qu'à un moment, il faut quand même délivrer quelque chose. Mais finalement, c'est peut-être pas aussi, c'est quand même pas une si bonne nouvelle que ça, parce que de contourner les États, ça donne un pouvoir finalement aux localités qui est très importante, et surtout, il y a un problème de collaboration et de gestion comme ça de la globalité qui est assez préoccupant. Puis il va falloir convaincre aussi les pays du tiers-monde, parce que les pays du tiers-monde, on connaît leur discours. Vous avez eu votre développement, maintenant vous nous demandez de faire des sacrifices. Alors est-ce que ces entreprises sont prêtes à investir dans de nouvelles technologies dans ces pays concernés? Et là, c'est aussi une question de moyens. Et les moyens, comment ces moyens vont être répartis? Et en fonction de quoi? Mais oui, beaucoup de questions qui restent évidemment en suspens, mais il y aura beaucoup de COP, je pense, dans les prochaines années pour continuer à en parler. Non, mais est-ce qu'on va rassembler l'argent nécessaire pour la conférence de Bruxelles, par exemple, au mois de février? Et bon, on suivra ça avec vous, notamment Taoufik. Laure Simoes, les illustrations. Oui, la lutte environnementale, c'est une des grandes préoccupations à Cartooning for Peace. Donc on commence par ce premier dessin de Ribert, dessinateur suédois, qui va bientôt, je l'espère, apparaître à l'antenne. Il le faut parce que je n'ai pas les impressions. Donc voilà, un sommet de plus où effectivement plus de 50, 60 même chefs d'État et délégations étaient présentes. Alors même que le paysage s'obscurcit et qu'il est en train d'être peut-être trop tard et qu'on est peut-être en train de perdre la bataille, comme le disait le président Macron. Ils ont envoyé, oui. Mais évidemment, il en manquait un, bien sûr, puisqu'on a cet extraordinaire dessin de Antonio qui est limite répugnant. Mais voilà, on sait que Trump est occupé à d'autres choses, puisqu'on en a parlé en début d'émission. Donc, il a envoyé quelqu'un pour représenter la délégation des États-Unis. Et voilà, comme le disait Schwarzenegger, c'est peut-être que Trump qui s'est retiré des accords de Paris et pas les États-Unis. Espérons-le. Évidemment, donc le One Planet Summit, c'était les milliardaires au chevet de la planète. Alors on a Monsieur Monsanto et Monsieur Bayer qui sont là, un petit coup de main, dit l'un à l'autre, puisqu'il était donc question du financement de la cause climatique. C'est pourtant pas faute, comme le rappelle Soulcier,
dossier pour Marianne, de rappeler que les scientifiques ont longtemps tiré la sonnette d'alarme. Hein. Récompense à changer de bras d'une fois sur l'autre. C'est vrai qu'il y a une espèce d'atrophie d'un bras à force de tirer la sonnette d'alarme. Un dessin donc très drôle. Mais s'interroger sur le climat et sur la cause environnementale, évidemment, c'est aussi s'interroger sur l'eau. On a ce dessin de POF, dessinateur de Madagascar, la rationalisation de l'eau. Mais bientôt, l'eau va devenir une denrée rare aussi, hein, avec le réchauffement climatique. Et il va falloir peut-être donc emménager une cuisine, une salle de bain pour qu'à la fois on puisse se brosser les dents, se laver la vaisselle. Bon, ça c'est pour les environnements urbains. Et puis pour les environnements moins urbains, ce magnifique dessin de Chapat, qui est un de ses grands classiques, mais on ne se lasse pas de voir cette rencontre du troisième type dans ce pôle asséché. Et puis, comme on n'en a pas parlé la dernière fois et que ça me semblait intéressant de le rappeler, la petite question paradoxale, puisque dernièrement, l'Union européenne a quand même adopté et renouvelé pour 5 ans la licence pour le glyphosate. Oui. Alors, on ne peut pas inculper M. Macron, hein, qui a été plutôt un défenseur. Qui voulait la réduire à 3 ans. Exactement. Mais donc, simplement pour revenir quand même sur cette question, parce que ça met un petit peu en porte-à-faux les bonnes intentions d'un côté et puis les contradictions de l'autre. On a ce dessin donc de Chapat. Bon appétit, monsieur. Donc, évidemment, M. Monsanto est là pour asperger ce repas. Un dessin très cynique de JO pour Marianne, promo sur le glyphosate, 3 barils achetés, une chimio offerte. Ça a l'air honnête. Ben oui, mais de temps en temps, ça fait du bien de secouer là où ça fait mal. Et puis enfin, pour finir, cet excellent dessin de Pierre Kroll pour Le Soir, dessinateur belge qui était donc à ce plateau vendredi dernier. En 2050, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on aura ce couple-là. Nous, peut-être. Non, nous, on n'y sera plus. Quoi de neuf, chérie ? Oh, ben, on parle de sortir du nucléaire et d'interdire le glyphosate. Qu'est-ce qu'on mange ? Ben, ce sera un petit peu ça. Il y aura le JT en 3D. Raphaël, peut-être que France 24, on pourra le voir en 3D. Il y aura un petit look un peu robotique, mais peut-être qu'on n'aura pas fait avancer beaucoup le schmilblick. On n'espère pas. Enfin, si France 24 en 3D, on espère, mais en 4K. En 4K. Merci beaucoup, Laure. Merci Claude Guibal, Sarah Daniel et Taoufik Djayed d'avoir accepté de participer aujourd'hui à Une semaine dans le monde et de débattre des sujets d'actualité de la semaine. On en a